La lutte contre les maladies non transmissibles retient l'attention des professionnels de la santé des pays partenaires de l'OMS. Ils élaborent depuis ce matin à Lomé de nouvelles stratégies de riposte contre ces pathologies souvent négligées, car même si elles sont non transmissibles, elles tuent. Les statistiques s'invitent dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD et surtout dans le secteur de la préservation de l'écosystème. Les experts environnementalistes et statisticiens de l'espace CEDEAO prennent connaissance avec le nouvel outil, les statistiques environnementales. Et puis les campus universitaires du Togo revivent depuis ce lundi matin. Les nouveaux et anciens étudiants ont repris le chemin des amphithéâtres pour une nouvelle année universitaire que les autorités en charge de l'éducation au supérieur veulent réussir. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. 20% de la population adulte togolaise risque d'avoir une complication liée à une maladie non transmissible. Les maladies non transmissibles gagnent du terrain et c'est fort de ce constat que les responsables du programme de lutte contre ce fléau issus des pays francophones et lusophones de la région Afrique de l'OMS se sont retrouvés à Lomé ce matin pour une formation de 4 jours. Des explications avec Lucia Komisa et Rachel Ao. Les maladies non transmissibles tuent près de 36 millions de personnes par an, d'où l'urgence de dispositions à prendre pour réduire cette tendance. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a réuni ses experts venus des pays lusophones et francophones d'Afrique pour l'élaboration de cadres nationaux de surveillance dans la mise en œuvre des plans d'action multisectoriels de lutte contre les maladies non transmissibles. Il faut déjà mettre en place des stratégies, des politiques, et surtout avoir des plans nationaux qui s'alignent sur le plan mondial de lutte contre les maladies non transmissibles, période 2013-2020. Et après l'établissement de ces plans, les personnels de santé pourront être formés. Ils ne seront pas formés non seulement au niveau du niveau central, mais jusqu'en périphérie, jusqu'au niveau communautaire, on doit avoir des personnels qui sont capables de les détecter. Avec cet atelier, les échanges que nous aurons vont permettre à l'équipe du Togo de pouvoir peaufiner le futur plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles qui va couvrir l'horizon 2016 à 2020. Le Togo a entrepris des actions visant à contribuer à l'éradication des maladies non transmissibles. Parmi celles-ci, on peut noter la formation des agents de santé. Le Togo est en effet l'un des premiers pays de la région africaine de l'OMS à se lancer dans la mise en œuvre de la déclaration politique des Nations Unies pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. Son engagement en la matière n'est plus à démontrer. En est symptomatique la mise en œuvre de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. En est illustrative la ligne budgétaire dont le financement des activités de lutte contre les maladies non transmissibles au Togo. En témoigne la construction du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires. Les maladies non transmissibles sont classées en 4 catégories. Les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires chroniques, le cancer et le diabète. Des millions de décès pourraient être évités si l'on appliquait les mesures qui existent aujourd'hui pour les prévenir. Il s'agit notamment d'une alimentation saine, de l'exercice physique tout en réduisant l'usage nocif de l'alcool et en améliorant l'accès aux soins de santé. D'autres représentants de pays francophones tablaient de leur côté, toujours à Lomé, sur un autre sujet tout aussi important que les maladies non transmissibles. Ils essayaient d'établir des plans stratégiques pour l'accès de tous à l'eau et l'assainissement. Ramdan Bassina. L'accès aux services adéquats d'assainissement et d'hygiène est défini selon les objectifs de développement durable comme un axe majeur, une des priorités indispensables au développement, mais qui n'est toujours pas accessible à tous. Comment relever ces défis, c'est-à-dire donner un cadre de vie idéal aux populations des villes et campagnes? Le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement, WSSCC, planche sur la question. Cet organe des Nations Unies mise sur le plaidoyer et la communication. C'est vraiment un atelier où on va travailler. On va discuter comment faire le plaidoyer, quels sont les objectifs
de plaidoyer, quels sont les messages, qui sont les cibles, pour qu'on peut vraiment transformer la situation de hygiène, assainissement pour les gens vulnérables dans le monde, qui normalement ils n'ont pas du tout accès. Au Togo, 47% de la population a accès à l'eau potable et un Togolais sur 4 aux latrines. La lutte contre la défécation à l'air libre constitue alors le deuxième axe sur lequel interviennent le WSSCC et ses 40 000 membres de par le monde. La situation en termes de l'eau et assainissement au Togo est variable et s'améliore. L'objectif final avec les OMD, c'était d'atteindre au moins 56% de la couverture. Mais nous n'en sommes pas là, mais des efforts ont quand même été faits pour que nous nous approchions de là. Nous espérons qu'avec les post-OMD, c'est-à-dire les objectifs du développement durable, nous pourrons atteindre et largement dépasser ces pourcentages. Au titre des plaidoyers, ce réseau composé du Bénin, du Madagascar, du Niger, du Sénégal et du Togo entend obtenir l'appui des gouvernants pour renforcer les activités des coordinations nationales et la Croix-Rouge togolaise en fait partie. Pour relever les défis environnementaux de l'heure, de nouvelles armes font leur apparition, comme les statistiques environnementales. Elles permettent d'établir des données statistiques capables d'être prises en compte dans la mise en œuvre des nouveaux objectifs de développement durable, ODD. Et c'est cette nouvelle école que vont justement les experts de l'espace CEDEAO réunis à Lomé depuis ce matin. Kwasiglé, Clarisse Hatikli. La croissance démographique rime avec l'augmentation des défis et enjeux environnementaux. Pour y faire face, il faut nécessairement des données statistiques qui donnent des informations sur les changements survenus dans le temps et dans l'espace. Le système des Nations Unies, via sa division des statistiques, dispose d'un cadre pour le développement des statistiques actualisées depuis 2013. Des experts environnementaux et de la statistique des 15 pays de la CEDEAO réunis à Lomé échangent sur ce programme. Ils vont pouvoir aider à améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques en matière de l'environnement dans l'espace. Nous voudrons implémenter le cadre aussi dans la région de la CEDEAO, qui est lié avec le programme régional des statistiques de l'environnement de la CEDEAO. Et ça, c'est pour obtenir les indicateurs plus efficaces et de bonne qualité pour l'environnement, pour mesurer aussi les objectifs de développement durable. La CEDEAO collabore avec le système des Nations Unies dans l'exécution de ce projet et pour cause. La plupart des États membres sont confrontés à des défis environnementaux, notamment la perte de la biodiversité, la désertification, les catastrophes naturelles, la gestion des déchets. Dans ce programme, toute la région s'est accordée sur un certain nombre limité d'indicateurs qui ont été définis avec la contribution des Nations Unies. Nous voulons faire donc une présentation de ces outils-là. Et en marge aussi, il va y avoir donc une application du cadre international pour le développement de la statistique de l'environnement. Pour le Togo, pays confronté aux mêmes défis, le cadre pour le développement des statistiques de l'environnement est l'outil idéal pour la planification à l'heure où les pays s'apprêtent à basculer vers les objectifs de développement durable. Cet atelier est également une tribune qui nous est offerte pour échanger et consolider nos réflexions sur ces sujets majeurs pour assurer l'atteinte de ces ODD pour chaque pays. Ici, producteurs et utilisateurs des données statistiques vont ensemble réfléchir à des stratégies pour la régularité des statistiques précises et fiables en vue de la prise des décisions sur le continent. Les statistiques se révèlent comme des sciences incontournables dans le développement durable, l'un des défis que doivent relever tous les États de la planète. Quelle est alors l'importance de ces sciences que sont les statistiques dans le développement socio-économique des pays du monde? La réponse dans le dossier de cette édition, il est signé Augustin Kossi et Ramdan Bassina. Les données statistiques se révèlent de plus en plus nécessaires à la bonne prise de décision pour un développement durable. Elles se situent en amont et en aval de toute politique de développement.
De la conception au suivi-évaluation, en passant par la mise en œuvre, les données statistiques sont utiles et incontournables. Pour pouvoir concevoir une politique de développement, il faut des données, c'est-à-dire il faut des états de référence, c'est-à-dire des diagnostics pour savoir d'abord quelle est la situation. Et qui parle de situation, parle de données, d'indicateurs pour pouvoir savoir qu'est-ce qui existe. Ensuite, maintenant, après la conception, c'est-à-dire à travers ces données, on peut concevoir ces politiques de développement. Mais lorsqu'on a conçu les politiques de développement, il faut les mettre en œuvre. Et tout au long de la mise en œuvre, pour suivre les progrès réalisés, etc., les statistiques interviennent encore en termes d'indicateurs. Parce que c'est les indicateurs qui nous disent quels sont les progrès que nous avons réalisés. Est-ce que la tendance est bien suivie? Est-ce qu'il faut rectifier le tir? Et pour que ces politiques aient un impact significatif capable d'améliorer le vécu des populations, il faut une bonne gouvernance. Là aussi, les statistiques se trouvent être un outil essentiel de mesure des actions posées et des résultats escomptés. Pour que les choses soient bien faites aussi, il faut que le décideur ait en amont les indicateurs justes. Parce que s'il n'a pas les indicateurs justes, il risque vraiment de décider par rapport aux données statistiques qui ont été fournies et qui ne sont pas vraiment des données statistiques fiables. Et les statistiques permettent par exemple aux populations d'avoir des informations justes sur ce qui se passe et de pouvoir même interpeller, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils ont comme résultat. Aujourd'hui, les demandes en statistiques environnementales aussi se font beaucoup plus sentir, surtout à l'heure du basculement des OMD en objectifs de développement durable ODD. À ce niveau, les Nations Unies ont déjà adopté un ensemble de dispositions devant concourir à l'atteinte des 17 objectifs. Il s'agit notamment des statistiques fondamentales et de base. Il y a aussi des outils qui ont été développés. Il y a un outil performant qui permet aux États de développer leur propre programme de statistiques environnementales, de collecter leurs propres données environnementales et d'évaluer l'état des statistiques environnementales dans chaque pays. Il se dégage alors que les statistiques sont omniprésentes dans tous les domaines de la vie. Elles constituent des bases de données fiables pour des actions concrètes au service du développement. Autre actualité, l'urbanisation galopante constatée dans bon nombre de villes africaines met à jour une préoccupation. Toutes les nouvelles bâtisses vont consommer une quantité prodigieuse d'énergie pour alors parvenir à des normes de construction peu coûteuses, soucieuses de l'environnement et conçues pour utiliser des énergies renouvelables. Une vingtaine d'architectes et urbanistes de 14 pays d'Afrique sont en réunion à Lomé. Les précisions avec Dédé Koussao et Félix Semdacha. Ces immeubles sont le fruit de l'imagination créatrice des professionnels du bâtiment que sont les architectes, des hommes de métier dont le travail donne naissance à la conception des villes modernes. Mais désormais, avec la démographie urbaine galopante en Afrique, un nouveau défi s'impose, celui de la gestion de l'énergie. Cette préoccupation est au centre de la 4e session régionale initiative francophone pour la promotion des villes durables en Afrique. On en est à la 4e session régionale et c'est une association qui rassemble des professionnels pour les amener à prendre en compte dans leur pratique professionnelle les enjeux de la transition énergétique. Ces enjeux-là sont multiples. C'est d'une part la sobriété dans l'usage de l'énergie, dans l'acte de construire et de faire vivre la ville, l'usage de manière optimum de tout ce qui peut être énergie, ressources naturelles dans le bâtiment, la ville, l'aménagement, et enfin aussi avoir un optimum en termes d'énergie, de ressources naturelles dans la gestion de la ville. Alors c'est une formation particulièrement importante puisqu'elle répond, elle est très clairement, j'ai envie de dire en termes de priorité dans l'agenda africain, puisque l'Afrique est soumise à une urbanisation extrêmement importante. Les experts et professionnels participant à cette rencontre de renforcement des capacités sont venus de 14 pays d'Afrique. Après une semaine de séances pratiques à Lomé, les échanges vont se poursuivre durant 4 mois à distance pour aboutir à la présentation d'un projet professionnel. La présente session a été possible grâce à l'appui financier de l'Institut de la francophonie pour le développement durable.
L'autre actualité de ce lundi, c'est la rentrée universitaire. Près de 50 000 étudiants ont effectué leur rentrée ce lundi au Togo. Dernier réglage pour certains, reprise de cours pour d'autres. Telle est l'ambiance de ce premier jour de reprise de cours au campus universitaire de Lomé. Adolphe Faka. Après s'être rassurés de leur inscription, Mademoiselle Atakpa et son camarade Akra, tous deux en semestre 1 de sociologie, font leur entrée pour la première fois dans l'amphi. Nous sommes au premier jour de la rentrée universitaire 2015-2016. Dans presque toutes les facultés, les étudiants s'acharnent, les uns pour consulter les listes d'inscription et les autres pour les dernières formalités. Nous avons demandé à la DAS d'apporter 3 photos d'identité pour faire l'inscription définitive. Je ne sais pas encore tout ce que je vais faire puisque j'ai déposé mes dossiers à la pharmacie. Depuis là, ils ne nous ont pas encore donné les résultats. Bon, on dirait que je suis dans un nouveau monde, quoi. Le campus, un autre monde, surtout pour les débutants. Bon, l'ambiance actuellement elle est bonne, sauf que bon, si tu ne connais pas le campus, tu vas te perdre. Donc il y a quelques amis qui sont là pour m'aider et puis tout. Je dirais que ça va. Impossible d'ailleurs de se perdre, puisque toutes les dispositions sont prises, comme ici à la DAS, aussi bien pour l'orientation que pour toute autre éventuelle information. Puis tu veux changer objet, changement de mention, et dans laquelle tu peux préciser l'ancienne mention et la nouvelle aussi. Des 30 000 bacheliers admis cette année, plus de 15 000 seront accueillis à l'université de Lomé. Parmi eux, Mahma Abdou Kahal, étudiant handicapé visuel. J'étais arrivé au CM1 quand l'examen s'approchait, que j'ai eu la cécité. Là, j'ai fait 3 ans à la maison sans aller au cours. Aujourd'hui, quand je me vois aussi avec le bac, là, moi aussi, je suis avec les gens, je suis parmi les gens. Bon, c'est une joie pour moi. Si les nouveaux sont préoccupés par les formalités d'inscription, du côté des anciens, c'est l'attente des résultats qui tardent encore à tomber dans certaines facultés. Nous n'avons pas encore les résultats définitifs dans tous les établissements, par exemple de la médecine, où les étudiants attendent les résultats pour pouvoir s'inscrire. Donc nous encourageons vivement les autorités à pouvoir sortir ces résultats dans tous les établissements. L'autorité de l'université rassure. Les résultats ne sont pas encore tombés dans toutes les facultés, mais le maximum est fait partout. La faculté où il n'y a pas encore de résultats comme tel, c'est la faculté des soins de la santé. Et quand j'ai fait le point ce matin avec le directeur de la scolarité, il me faisait comprendre qu'environ 3000 nouveaux bacheliers se sont déjà inscrits, donc ce qui est signe que ça va arriver. Donc les inscriptions en ligne continuent encore. Nous devons avoir confiance en nos capacités, nous devons pouvoir travailler pour la réussite. Après de longues vacances, vivement que tout entre vite dans l'ordre et que l'année académique nouvelle se déroule dans de bonnes conditions. Pour plus de transparence dans les procédures de passation des marchés publics, la société civile et les journalistes sont mis à contribution. La RMP, les outils dans leur rôle de cellule de veille et de contrôle. Lucassi, Esther, la clé. L'autorité de régulation des marchés publics au Togo, ARMP, s'emploie depuis quelques années à lutter contre la fraude et la corruption dans la gestion des ressources affectées à la chose publique. Cette lutte ne peut être efficace sans une étroite collaboration entre cette institution, les représentants de la société civile et les journalistes. Ils sont donc une cinquantaine issus de ces corporations à s'imprégner du processus citoyen d'attribution des marchés publics. Plusieurs modules seront développés en 5 sessions lors de cette formation. Ils vont se familiariser avec les textes, avec les moyens de détection et d'investigation pour pouvoir mieux s'informer en matière de marché public et comment est-ce qu'ils peuvent retrouver et commenter un certain nombre de données que l'ARMP publie pour assurer le contrôle qui leur incombe. Aider la population à mieux jouer avec elle-même, la société civile, le rôle que nous désignons par veille et contrôle citoyen. La finalité est donc d'amener les participants à mieux informer la population sur l'efficacité des actions menées par l'État dans la gestion des marchés publics au Togo.
Les chefs cantons de la région des Savanes à l'école de la promotion du droit à l'alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire. Une idée de la FAO en collaboration avec le gouvernement togolais pour l'atteinte de l'objectif de faim zéro. Les précisions depuis Dapan de Désiré à l'œil. Pour tendre vers la fin zéro, le Togo s'est engagé à bras le corps à travers de multiples projets et programmes pour atteindre les objectifs. La promotion du droit à l'alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire devient une préoccupation dans la réalisation des attentes. Pour y parvenir, tous les acteurs, y compris les gardiens des us et coutumes, sont mis à contribution, alors appelés à jouer leur rôle. Ici, nous allons échanger avec les chefs cantons et ils vont eux-mêmes voir, sur la base des débats, voir quels sont les aspects dans leurs coutumes qui sont bien à promouvoir, quelles sont les coutumes qu'il faut repenser et quels sont les messages clés qu'ils peuvent apporter à la communauté pour qu'ensemble, nous puissions vraiment d'ici 2020 atteindre l'objectif là qui est d'avoir au moins de 5% de sous-alimentation, sinon zéro. Les coutumes d'antan, on le faisait uniquement que pour le chef de famille. C'était à lui. Il y avait même dans l'élevage qu'on ne doit pas donner l'œuf à l'enfant. Présentement, la terre pour les femmes, on n'en parle plus. Pourquoi? Il y a déjà le projet Akemiton. La femme a droit à la terre. Je suis sûr que d'ici même 3 ans, nous allons remarquer quand même qu'on a atteint à l'objectif voulu par le chef de l'État. La rencontre est à mettre à l'actif de la FAO en collaboration avec le gouvernement togolais. L'objectif global, parvenir à partir des voies et moyens privilégiés à la fin zéro. Se laver les mains, un geste simple mais qui sauve. Le message a été réitéré le 15 octobre dernier, journée mondiale de lavage des mains. Les échos de la célébration dans Bina, précisément à Kanissi, avec Nestor Mouzo. Séance de sensibilisation sur le lavage des mains à Kanissi dans la préfecture de la Bina. Elle est tenue grâce à l'ONG de solidarité internationale OVIV. Selon une étude réalisée en 2012 par l'INPES France, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, 80% des microbes se transmettent par les mains. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, elle estime que chaque année, ce sont des centaines d'heures de cours qui sont perdues pour cause de maladies qui pourraient être significativement réduites si les enfants se lavaient régulièrement les mains. OVIV intervient dans le domaine de l'hygiène, de l'assainissement et de la facilitation de l'accès à l'eau. L'eau, même quand on la prend, elle est potable, mais avant de la porter dans la bouche, si la main n'est pas propre, elle sera contaminée. Donc c'est pourquoi OVIV a choisi de mettre l'accent sur le lavage des mains pour rompre la plupart de la contamination des maladies liées au lavage des mains. Le lavage des mains doit obéir à un certain nombre de techniques. Avant de se laver les mains, il faut se débarrasser de tout ce qu'on a sur les mains en termes de bijoux, de bagues et tout ce qui donc s'ensuit. Deuxièmement, il faut s'assurer également que l'eau propre est présente, qu'il y a du savon ou de la cendre. Ensuite, on mouille donc les mains et on prend soit le savon ou la cendre. On se frotte d'abord donc les paumes de la main, ensuite le dos des 2 mains. Puis, on frotte également donc le pouce et l'interligne parce que c'est des zones où donc restent les microbes. 8 villages de la Bina ont été associés aux activités marquant la célébration de la journée internationale du lavage des mains. Il y avait aussi au programme des matchs de football, une manière de rassembler un grand public autour du PEAB, projet eau et assainissement dans la Bina. Pour le compte de ce projet, des dispositifs de lavage des mains ont été remis au centre de santé des villages concernés. Des postes d'eau potable et du matériel d'assainissement ont été offerts aux écoles et villages modèles à l'issue d'un concours. Les finalistes du tournoi de football ont aussi été récompensés.
Depuis quelques jours, les cadres du parti UNIR, Union pour la République, sont en tournée de remerciement des populations pour leur choix du candidat du parti, le président Faure Ssedimna Zingbe, à la présidentielle du 25 avril dernier. Gratitude traduite également par des lots de fournitures scolaires et de matériel didactique offerts aux élèves vulnérables et aux écoles du pays. Les étapes de Tandjouaré et de Saint-Cassé dans les savanes avec la correspondance de Désiré à l'œil. Les enfants des familles vulnérables de la préfecture de Tandjouar vont se sentir heureux, très réconfortés après cet important lot de fournitures scolaires en complément au kit scolaire pour la bonne rentrée scolaire. Aussi du matériel didactique pour les écoles. Un don du chef de l'État Faure Zingbe, président du parti Union pour la République UNIR. Un geste de cœur remis aux populations à travers les cadres du parti de la préfecture de Tandjouar pour soutenir l'éducation de qualité. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que depuis la rentrée, il y a encore des enfants qui sont restés sans fourniture et les parents font déjà beaucoup d'efforts, mais ils n'arrivent pas à offrir aux enfants tout le nécessaire qu'il faut. Donc ce don vient renforcer la capacité des parents. Je voudrais sincèrement remercier le chef de l'État et les cadres unis de la préfecture de Tandjouar pour ce don. Faisant d'une pierre deux coups, les cadres du parti UNIR ont transmis aux populations le message de remerciement, de paix et de cohésion nationale du chef de l'État pour un Togo uni. Une occasion aussi pour dire merci aux populations qui, lors du scrutin du 25 avril 2015, ont voté pour la paix, le candidat de développement durable. Le 25 avril, ils ont voté massivement le candidat de la paix, le candidat du développement, Faure Zingbe. Il va de soi. Nous leur avons demandé un service. Ils l'ont fait comme nous l'avons souhaité. Et le chef de l'État nous a instruit. Là où vous êtes passé, on vous a écouté. Pour ne pas oublier de repasser pour dire merci. Aujourd'hui, le président est élu. Il est président de tous les Togolais. Et que son message, c'est le message de paix. Son message, c'est le message de développement. Le président nous instruit de cultiver la paix. Nous leur avons dit qu'ils doivent suivre cette voie de la paix, cette voie du développement. Tandjouar centre, point du lancement d'une tournée qui s'est effectuée dans tous les cantons de la préfecture pour rappeler aux populations les valeurs citoyennes pour un bon vivre ensemble. Et ce sentiment est également partagé par le leader de la téléphonie mobile Togo Cellulaire qui poursuit sa tournée de remise de kits scolaires aux élèves vulnérables. Et ce lundi, les responsables de Togo Cellulaire étaient du côté de l'école primaire publique de Togo Komi dans le canton d'Agodrafo. Gérard Lagoudo, Ramdan Bassina. Et nous reviendrons plus en détail sur cette opération de remise de dons dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Sousoukpo pour la dernière édition du journal. D'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.